Le procureur. J'espère que ça va, hein. Je fais le reste. Très attentivement, nous avons donc suivi le reportage des populations du littoral relativement à la question de l'organisation judiciaire. L'on se rend compte bien évidemment que des personnes ne maîtrisent toujours pas l'identification des juridictions au Cameroun. Or, c'est une question assez importante, puisque dans la société au quotidien, des litiges naissent, mais l'identification de la juridiction crée toujours un problème et qui par moment aboutit à l'épuisement des délais, quitte à la saisie de la juridiction compétente. Alors, une question fondamentale, docteur Fouda, c'est quoi la justice? Parce qu'il faudrait dire aux téléspectateurs, c'est quoi la justice? Oui, monsieur Franklin Janda, à la question de savoir qu'est-ce que la justice, il faut d'abord peut-être faire une circonscription contextuelle. Parce que quand on parle de la justice, il faut en dégager une consistance théorique. On peut concevoir la justice sous 3 piliers sur le plan philosophique. Il y a la justice dite rétributive, c'est-à-dire la justice qui permet à chacun d'avoir ce à quoi et ce qu'il mérite, qu'on peut appeler encore une sorte de justice méritoire. À côté de la justice rétributive, on a la justice commutative. Commutative vient de commuer, c'est-à-dire les termes de l'échange. Mais maintenant, ce qui va beaucoup plus nous intéresser ici, c'est un peu la justice institutionnelle, que d'aucuns qualifient beaucoup plus la justice, qu'on peut observer beaucoup plus par sa face la plus dure, qui est la justice pénale. Donc ici, c'est la justice institutionnelle qui nous intéresse. La justice est donc cette institution qui permet de dire et de rendre le droit de tout un chacun dans l'état de droit. Voilà sommairement comment on peut définir le concept de justice en l'espèce. D'accord. Docteur Bala, qu'est-ce que vous entendez par justice? Par justice, il faut dire que on va procéder de la même manière que notre co-panéliste en abordant 3 sortes ou alors 3 piliers fondamentaux et on va exclure les 2 premiers, c'est-à-dire la justice rétributive et celle commutative, dans la mesure où elle institue l'inégalité. Parce que dire que vous devez mériter ce que vous avez travaillé peut aussi être injuste. De la même manière, le fait aussi de chercher à corriger les inégalités sociales peut aussi être une autre forme d'injustice. Mais par contre, lorsqu'on considère l'institution ici, qui doit dire le droit dans tout état de droit, là, on est dans la justice. Ça veut donc dire de manière simple, c'est un ensemble d'institutions dédiées pour la cause, dans le but de rendre les décisions et de rétablir le droit. D'accord. Alors, docteur Manga, est-ce qu'on peut se lever un jour pour de rien et aller saisir la juridiction? Pourquoi saisir une juridiction au Cameroun? De manière simple, il faut dire que la vie en société demande à ce que les uns et les autres, à partir de ce contrat social que nous avons voulu, apprennent à vivre ensemble. Mais maintenant, le droit a ceci de particulier que dès lors que vous n'êtes plus seul, même sans l'invoquer, il s'impose à vous. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance par nature à être égoïste. Et il est beaucoup plus évident que je puisse vous causer du tort, même sans m'en rendre compte. Et alors, à partir du moment où vous n'êtes pas réceptif, ou alors que vous refusez de comment vous allez causer du tort, il faut donc qu'on aille vers une institution neutre, ou alors vers une personne neutre qui pourra donc trancher le litige, ou alors le débat. C'est dire donc qu'on saisit la justice à partir du moment où on a un souci, que ce soit une personne physique ou une personne morale. C'est-à-dire il faut donc qu'on puisse résoudre ce débat qui se pose, ou alors cette discussion, ou cette contestation, ou cette opposition d'idées. Voilà ce qui peut amener à ce qu'on saisisse la justice. Alors, docteur Fouda, pour saisir une juridiction, il faudrait-il pas qu'il y ait là, que naisse une infraction? Quels sont donc les types d'infractions qu'on connaît dans la société? Oui, bon, peut-être qu'avant d'arriver
à la question que vous posez, je vais ajouter un peu de l'eau dans le moulin du frère, qui a été assez théorique. Je voulais dire que de façon pratique, comme vous aimez bien le préciser, c'est une émission de pédagogie juridique. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'aime bien ce concept parce que nous sommes enseignants. Donc, il faut dire que sur le plan technique, l'action en justice obéit à 3 conditions. La première condition, la première condition, elle est éminemment subjective. C'est-à-dire, elle relève de celui qui porte l'action. C'est ce qu'on appelle la condition de capacité qu'on enseigne dans le droit des personnes. Parce que vous pouvez pas saisir la justice si vous n'avez pas la capacité de la saisir. Et au Cameroun, on a la capacité à partir de 21 ans. C'est-à-dire on peut saisir la justice. Mais il faut encore distinguer la capacité de jouissance de la capacité d'exercice. Parce qu'à partir du moment où on est déjà un sujet de droit, un individu, on bénéficie d'un certain nombre de prérogatives que nous confère le droit objectif. Ces prérogatives de droit subjectif qui nous donnent donc la capacité de jouir d'un certain nombre de droits. Et derrière cette capacité de jouissance, on a donc la capacité de mettre en œuvre le droit qui a été lésé. Comme le frère l'a dit, dans le pacte social, il y a ce qu'on doit faire, il y a ce qu'on ne doit pas faire. Donc il n'y a pas que les infractions. Sur le plan civil aussi, un visage de la justice que beaucoup tentent de ne pas connaître parce que comme j'aime bien cet opuscule de Muriel Fabre-Magnan, Introduction au droit, le droit, que sais-je. Elle dit, le droit est ceci de particulier. C'est l'une des sciences, je préfère parler ici de science, qui s'impose à tout le monde, que tout le monde croit connaître, mais que tout le monde ne connaît pas. Parce que même nous qui sommes juristes, face à la vastitude de ces connaissances, face à l'étendue, à la consistance du savoir juridique, on ne peut être que modeste. On essaye de comprendre, on essaye de connaître, on ne peut pas apprivoiser tout le droit. Donc, voilà donc, le premier préalable, c'est la capacité. Le deuxième préalable, c'est la qualité. C'est vraiment technique parce que je peux avoir la capacité, mais je n'ai pas la qualité. Je prends un exemple, M. Franklin Janda. Moi, je peux pas. Quand je prends un mauvais exemple, j'aime parler de moi, hein, parce que je vous disais à propos de la mort dernièrement, que si je vous prends un exemple de moi, on va dire, mais M. Fouda vient prendre son petit frère. Bon, moi je dis, si j'ai des problèmes avec ma femme et que je veux la divorcer, vous êtes inapte. Même si vous êtes mon frère, même si vous êtes mon père, même si vous êtes mon enfant, c'est des actions intuitu personnelles, c'est-à-dire en considération de la personne. Vous voyez que vous pouvez parler dire au juge que mon frère souffre trop dans le foyer là. Vraiment, il faut leur accorder le divorce. Vous voyez que vous pouvez avoir la capacité. Vous pouvez m'avoir intérêt à ce que je divorce. Mais si vous n'avez pas franchi l'obstacle de la qualité, vous ne pouvez pas. Ça, c'est le deuxième préalable. Le dernier préalable, c'est l'intérêt à agir. L'intérêt à agir, c'est la justification matérielle ou immatérielle qui fonde l'action en justice. Ça veut dire qu'on doit pouvoir vous dire que au terme de cette action, comme tu veux saisir la justice, qu'est-ce que tu gagnes après? Parce que en justice, il y a aussi l'adage, pas d'intérêt, pas d'action. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas surcharger les juridictions. Maintenant, on ne saisit pas toujours la juridiction dans une optique contentieuse. Parce qu'il y a des recours contentieux, il y a aussi des recours gracieux, et il y a aussi des recours pré-contentieux. Donc, c'est des nuances sur lesquelles on peut revenir, parce que là, ça relève du droit processuel, c'est un peu technique, mais je voulais poser ce préalable. Par rapport donc à la question que vous avez posée sur les infractions, il faut dire qu'on ne saisit pas seulement la justice pour les infractions. Les infractions relèvent de ce que Catherine Thibiel-Golfucci appelle le droit dur. Parce qu'il y a la hard law, il y a la soft law, il y a le droit dur, il y a le droit tendre, il y a le droit mou. Maintenant, la phase du droit qui est plus visible, qui est dans le droit pénal, que beaucoup de gens connaissent beaucoup plus. Parce que les gens associent le droit à la justice, au bâtiment, au palais de justice, au commissariat et même peut-être à la prison centrale. Voilà, donc dans la classification des infractions, en fonction des infractions, on va saisir soit le tribunal de première instance, soit le tribunal de grande instance. Maintenant, pour ce qui est des délits en matière civile, nous allons arriver relativement à cette question de l'identification des juridictions compétentes. Okay. Alors, docteur Bala, quelles sont les juridictions, les différentes juridictions
qui existe sur le territoire camerounais. Parce que les individus, par moments, sont complexés lorsque un litige de nature a été identifié comme un délit né. Il y a une problématique qui se pose, c'est justement de l'identification de la juridiction compétente. Alors, de manière pratique, qu'est-ce qu'il faut dire aux individus? Comment est structurée l'organisation judiciaire au Cameroun? Quelle est la juridiction qu'il faut saisir en matière de délit? Quelle est la juridiction qu'il faut saisir en matière de contravention? Et lorsque survient un crime, quelle est justement la juridiction qu'il faut saisir? Et par ailleurs, même les autres juridictions d'ordre exceptionnel pour leur gouvernement. Bien, merci M. Njanda. De manière générale, je vais procéder par une catégorisation. C'est-à-dire on va identifier ici 3 ordres de juridiction. On a l'ordre judiciaire, on a l'ordre administratif et on a des juridictions qui n'appartiennent à aucun de ces 2 ordres. Relativement à l'ordre judiciaire, il faut dire qu'on a les juridictions de droit commun, où on va retrouver le tribunal de première instance, le tribunal de grande instance, pour ce qui est au niveau de l'instance, voilà, de premier degré. Et maintenant, du second degré, on a les cours d'appel et en dernier ressort, on a les juridictions de cassation. Maintenant, dans les juridictions de droit commun, toujours judiciaire, on a les juridictions d'exception. On a aussi bien l'exception civile qu'au pénal. Au pénal, on a par exemple le tribunal militaire. Parce que beaucoup, parfois, ne savent pas pourquoi est-ce qu'on devrait saisir le tribunal militaire ou pas. Généralement, ça peut être le fait de celui-là qui est sous le drapeau, ou alors que l'infraction a été commise dans un camp militaire. Tous ces éléments-là concourent à ce qu'on puisse, ou alors ça a un lien étroit avec cette activité militaire-là. Maintenant, si on revient pour ce qui est de l'ordre, en tout cas, pour l'ordre administratif, nous avons les juridictions administratives où on a les tribunaux administratifs en instance et on a la chambre administrative en appel et en cassation qui connaissent naturellement du contentieux administratif. Maintenant, pour ce qui est de l'autre ordre, il s'agit de la chambre des comptes. C'est l'ordre des comptes qui rentre également dans cet ordre administratif-là avec un tribunal des comptes en premier ressort, notamment au niveau des régions, qui connaît du contrôle et de la régularité des comptes, notamment des collectivités territoriales décentralisées. Et on a la chambre des comptes de la Cour suprême qui est compétente aussi bien en appel qu'en cassation en matière de régularité des comptes. Maintenant, pour ce qui est des juridictions qui n'appartiennent à aucun des 2 ordres, on a d'abord le Conseil constitutionnel, que j'aime souvent appeler le quasi 4e pouvoir, qui lui est là pour enraciner l'état de droit et la démocratie de manière globale, si on se tient à ses missions. Et également la Haute Cour de justice, qui malheureusement a déjà une existence juridique, mais peut-être pas encore physique. Oui, parce que en termes de locaux, en termes de personnel, on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais la Constitution a pris le soin d'aménager et qu'une loi interviendrait pour davantage organiser ou mieux structurer cela. Voilà donc de manière globale les juridictions telles qu'elles existent sur le territoire camerounais. Alors, Dr Fouda, tout à l'heure, vous étiez tout pressé de nous parler de l'organisation judiciaire. Quelles sont donc les juridictions au Cameroun? Oui, à la suite de mon confrère, mon condisciple, il faut dire qu'il a déjà tout dit sur la question. Mais je crois que les gens doivent retenir de façon simple, pour faire simple, il faut retenir qu'on a les juridictions de droit commun, on a les juridictions d'exception. Moi, je vais beaucoup plus insister sur les juridictions de l'ordre judiciaire, qui intéressent beaucoup plus le commun des mortels. Parce que quand on parle de la Haute Cour de justice, la Cour de sûreté de l'État, la juridiction de l'ordre constitutionnel, bon, vraiment, c'est déjà très théorique. Alors, dans l'ordre judiciaire, on a les juridictions de droit commun, on a les juridictions d'exception. Pourquoi elles sont d'exception? Elles sont d'exception en raison de la nature des contentieux qu'elles peuvent connaître. Dans les juridictions de droit commun, on a donc les juridictions d'instance, les juridictions d'appel et la juridiction de cassation, qui est la Cour suprême. En instance, on a tribunal de première instance, tribunal de grande instance. Lorsque vous lisez dans la loi du 29 octobre, la loi de 2006/015, du 29 décembre 2006, vous allez voir au niveau, à partir des articles 13,
voilà, qui consacre la compétence, l'organisation, le fonctionnement de du tribunal de première instance. Le tribunal de première instance, en matière civile, en matière pénale, je vais commencer par là, statue sur, je vais dire, des affaires sur les délits et les contraventions connexes. Ça veut dire quoi? Vous appelez les contraventions, les contraventions, elles sont beaucoup plus d'ordre réglementaire. Généralement, la contravention n'amène pas en prison. Peut-être si on vous condamne, vous pouvez aller à une contrainte par corps, mais logiquement, la condamnation, la contravention, c'est le degré le plus léger d'une infraction pénale. Maintenant, le TPI connaît aussi des délits et exceptionnellement des procédures qui concernent le mineur. Même s'il s'agit d'une procédure criminelle, en principe, le mineur est jugé devant le tribunal de première instance. Voilà ce qu'il faut retenir en matière pénale. Maintenant, pour le tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance est compétent en matière criminelle. J'avais expliqué ici la classification des infractions. Ça veut dire que vous avez une infraction dont la condamnation est susceptible de dépasser 10 ans. Là, on parle donc de crime. Elle statue donc en chambre criminelle, crime et délits connexes. Les délits connexes, c'est les délits qui ont accompagné un crime. Maintenant, donc, on parle de la chambre correction, on parle de la correctionnelle, tribunal de première instance, et la criminelle, tribunal de grande instance. Maintenant, lorsque l'individu n'est donc pas satisfait par ses premiers ordres de juridiction, n'est-ce pas, il saisit donc la cour d'appel. On parle en droit du principe de double degré de juridiction. C'est la même chose en matière civile. Maintenant, la loi de 2006 qui a été sous-évoquée précise donc les montants. Lorsque un délit civil, cette fois-là, ou un quasi-délit, selon les articles 1382, 1383, 1384 du Code civil, a causé un tort à un individu, l'individu peut demander une réparation devant le tribunal de première instance, mais cette fois-là qui va statuer au civil. En ce moment-là, le montant ne doit pas dépasser 10 millions. Donc, à partir de 0 francs jusqu'à 10 millions, si vous avez un problème, chers téléspectateurs, vous saisissez le tribunal de première instance. D'accord? Que ce soit en matière civile, que ce soit en matière sociale, que ce soit en matière commerciale. En matière sociale, c'est les travailleurs. Comme vous et moi, là, nous travaillons quelque part. Le jour où nous ne sommes pas satisfaits, bon, je ne vous le souhaite pas, Franklin Janda. Le jour où nous ne sommes pas satisfaits, nous saisissons le tribunal de première instance. Bon, on va peut-être parler de ça une autre fois parce que là-bas, il y a une procédure pré-contentieuse devant l'inspecteur de travail avec la procédure de conciliation obligatoire. Maintenant, lorsque le délit, ce que vous reprochez à l'autre, vous a causé un dommage qui dépasse 10 millions, au-delà de 10 millions, vous saisissez le tribunal de grande instance, que ce soit en matière commerciale, que ce soit en matière civile, que ce soit en matière sociale. Maintenant, si vous n'êtes donc pas satisfait, le droit a prévu que tu peux estimer que le premier juge ne t'a pas rendu justice, tu vas donc saisir la cour d'appel qui a donc ces différentes chambres à l'intérieur. Si vous lisez à partir des articles 19, 20 et suivants de la loi sous-évoquée, vous allez voir que la Cour suprême, la cour d'appel a donc une chambre correctionnelle, une chambre criminelle, une chambre de droit local, une chambre. Donc, il y a toutes ces chambres là-bas et vous allez voir qu'en pratique, c'est les magistrats généraux les plus expérimentés, les plus costauds, on va dire les plus capés, qui ont déjà quand même fait leurs preuves, qui ont droit de réexaminer, qui vont donc réexaminer votre affaire une seconde fois. Si la première justice s'est quand même trompée, on présume quand même dans l'état de droit que les deuxièmes juges peut-être plus expérimentés, qui vont reprendre l'affaire à zéro, parce qu'il faut dire qu'en cour d'appel, la cour d'appel est une juridiction de fait. Contrairement à la Cour suprême où le débat s'oppose, parce qu'en doctrine, on s'est demandé est-ce que la Cour suprême est un troisième degré de juridiction. Donc même si exceptionnellement, elle peut revenir sur certains faits, mais normalement, la Cour suprême ne saisit que pour des questions de droit. C'est-à-dire lorsque un droit n'a pas été respecté au cours de la procédure. Alors, les téléspectateurs veulent bien savoir, pour saisir la juridiction, est-ce qu'il ne faut pas verser des frais? Par exemple, des frais de consignation au greffe de la juridiction. Est-ce qu'un individu peut se livrer, aller avec sa requête saisir une juridiction sans verser des frais? Mais est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'il n'existe pas des apports effectués, apportés par l'État
dans le but justement de venir en aide à ces personnes qui ne disposent pas des moyens pour pouvoir saisir la juridiction. De manière pratique, docteur Fouda. Ah, monsieur Franklin Janda, vous avez vos questions de perche. Je vais laisser un peu l'aspect administrativiste à mon frère parce qu'il ne faudrait pas que nous soyons redondants. Bien Je sûr. vais lui laisser l'aspect administratif pour me concentrer un peu, pour m'attarder un peu sur l'aspect judiciaire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on va distinguer d'abord les ordres de saisine en matière judiciaire. Et je tiens d'abord à poser un préalable, c'est que la justice, comme on l'a dit à l'entame, est un service public. Donc l'État assure le service public de la justice, qui est donc régi par un certain nombre de principes, comme le principe de continuité, le principe d'indépendance, le principe de neutralité, le principe de gratuité. Je vais insister sur ce dernier principe puisque c'est lui qui nous intéresse dans la question que vous posez. Le principe de gratuité, qui est donc un principe mais qui connaît beaucoup d'exceptions. Mais le législateur, l'État camerounais a pris le soin de prendre une loi entière portant assistance judiciaire. Ça veut dire que si vous n'avez pas de quoi couvrir vos frais de justice, vous montez un dossier avec un dossier qui peut aboutir à ce que l'État couvre les frais de procédure, de conciliation et même les honoraires de ceux qui auraient pu vous aider. Vous voyez, je prends l'exemple simple en matière criminelle. Vous voyez, la présence d'un avocat est impérative. Qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même reconnaître les efforts que l'État fournit là-dessus. Vous voyez, lorsque vous avez commis un crime, vous êtes suspecté, vous retrouvez dans une grande instance, ce que l'État fait, c'est que l'État vous commet un avocat d'office. Mais cet avocat, il ne fait pas du pro bono. Ça, rassurez-vous. Parce que l'État va lui payer. L'État va payer si on lui donne 10 dossiers de commission, bien entendu. Ce n'est pas payé comme vous ou mon ami Bala, s'il a un problème, il va payer un avocat très cher. Mais là-bas, l'État a quand même ses mécanismes pour payer quelque chose parce que l'avocat ne sortira pas de chez lui. Il ne va pas venir faire comme l'a dit Jean Carbonnier, contracter. Ce n'est pas faire de l'humanité, c'est faire ses propres affaires. C'est une activité voilà, libérale. donc c'est une activité libérale. Il faut payer ces gens-là. Donc l'État fait beaucoup d'efforts. Et maintenant, cette loi, vous pouvez être face à une consignation ou à un dépôt. Vous devez déposer de l'argent dans une procédure, vous demandez l'assistance judiciaire, l'État vous garantit, ce dépôt. Donc c'est une loi, c'est un dossier qu'on le monte à la cour d'appel du chef-lieu de la région dans laquelle vous devez vous monter au dossier là-bas. Dès qu'il y a une commission qui statue, dès qu'on vous accorde l'assistance judiciaire, avec cette assistance, partout où vous vous retrouvez et qu'il y a des frais à payer, on vous laisse passer. Maintenant, en matière pénale, la gratuité est beaucoup plus poussée parce que, comme on l'a dit, le droit pénal est un droit dur qui est régi par 3 principes. La légalité, la territorialité, et la souveraineté. On ne peut pas laisser une infraction pénale impunie parce qu'on va demander de l'argent au plaignant. Non. Donc, en matière pénale, vraiment, généralement, les choses sont totalement gratuites. Le code procédure pénale est allé même plus loin, jusqu'à enlever même les droits de timbre sur la plainte de 2006. Donc, il n'y a même pas de timbre. Et même, la loi dit que même si vous ne savez même pas écrire, vous pouvez faire une dénonciation verbale. L'officier de police judiciaire la consigne et ouvre l'enquête préliminaire. Donc, vraiment, c'est du gratuit. Mais maintenant, en matière civile, il y a souvent beaucoup plus de frais qu'il faut payer, qu'on appelle les frais de consignation. Parce qu'en réalité, lorsque c'est le juge civil, j'ai à vous demander une réparation qui est pécuniaire. Maintenant, il faut prévoir que si tu n'avais pas raison, tu es quand même venu saisir le juge. Tu as causé, il y a des dépenses, la justice appelle des dépenses. Au-delà des dépenses, il y a même des dommages et intérêts que l'autre aussi pourra demander en cours de procès. Vous versez donc une somme qu'on appelle la consignation. Ou alors, si vous saisissez en matière pénale, le juge d'instruction avec une plainte à caution de partie civile, il va prendre une ordonnance qui va consigner bien entendu, avec partie civile justement parce que là, vous faites déjà une consignation parce que vous greffez votre action pénale à une action civile en réparation. Donc, ce sont ces frais-là qui peuvent être payés, mais généralement, c'est en matière civile qu'on demande des consignations. En matière pénale, c'est presque gratuit. D'accord. Docteur Bala, quelque chose à dire relativement à l'assistance judiciaire? Oui, je vais justement m'attarder sur l'aspect processuel administratif.
Déjà, il faut souligner que longtemps pendant, on a estimé que l'administration était juge et partie. Alors, il a fallu se départir de ce mythe, que ce soit ministre-juge, ministre, la justice déléguée, à telle enseigne que le recours gracieux est resté un peu comme une sorte d'avatar. Mais maintenant, lorsqu'on se rend devant le juge, généralement, vous demandez deux choses. Soit on condamne l'administration à un paiement de dommages et intérêts, soit alors à l'annulation d'un acte unilatéral. Alors, vous n'allez pas demander à ce que l'administration vous indemnise et qu'elle ait encore à payer vos frais de consignation. Car même, c'est un peu trop lourd. C'est vrai, le principe de gratuité voudrait que l'administration supporte tout, en vertu notamment des charges publiques que tout le monde paye. Contribution obligatoire, on estime, non, comme vous payez les impôts, il est tout à fait normal que le service public vous revienne de façon gratuite. Mais maintenant, ce sont des frais qui sont liés, d'une part, à l'introduction de l'instance et même à l'issue de l'instance. Par tout à l'heure, parmi la part des dépenses. Lorsque vous prenez la loi 2006 relative à l'organisation fonctionnement du tribunal administratif, il est clairement établi que les dépenses, ce sont les frais supportés par la partie perdante au procès. Alors, si vous perdez le procès contre l'administration ou la personne publique de manière globale, vous allez les supporter. Généralement, ils sont symboliques. Hein. Rarement, vous allez voir une telle somme à tel même 100 000. Lorsque vous lisez la plupart des décisions de justice, vous avez affaire, généralement, ça tourne dans les 30 000, 20 000, donc c'est quand même accessible. Et maintenant, en matière administrative, puisque vous allez passer par la porte d'entrée, qui est le greffe, lorsque vous allez déposer votre mémoire et autres pour ce que vous reprochez à la collectivité publique, il faut bien que vous puissiez verser vos frais de consignation. Donc, à ce niveau-là, la gratuité ne joue pas vraiment sa pleine expression. D'accord. D'accord. Mais, docteur Mbala, une question m'est revenue de la part des téléspectateurs relativement à cette thématique. Est-ce que, parce que par moment, on a des personnes qui sont traduites devant des juridictions, mais qui ne partent pas répondre des faits qui leur sont reprochés, mais qui ont parfois l'impression que leur non-présence dans la salle d'audience le jour où le procès se déroule ne va pas, ou bien justement, va empêcher le juge de rendre une décision de justice. Est-ce que la non-présence d'une personne devant une juridiction après sa convocation, va empêcher le juge de rendre une décision? Est-ce que pour que le juge rende une décision, il faudrait forcément que les deux parties, notamment le demandeur et le défendeur, soient présents? Est-ce qu'il n'existe pas des jugements, des décisions de justice qui sont rendues en l'absence d'une des parties au procès? Ok, merci bien pour cette question. Déjà, en matière administrative, on n'a même pas besoin que les parties soient présentes. Étant bien entendu que ce sont des décisions ou même les avocats, ce n'est pas toujours nécessaire. Pas toujours nécessaire. Vu que, bon, quand on dit les avocats, ce n'est pas pour dire que leur présence n'est pas, mais leur présence physique. Puisque là, ce sont des mémoires qu'on étudie en fonction des plaintes des uns et des autres. Donc, du coup, ce n'est pas comme un procès pénal où on aura tel qui viendra de justifier la cause de tel ou de tel autre. Mais maintenant, en matière judiciaire, le principe est que vous pouvez ne pas assister et vous faire représenter. C'est-à-dire, ça peut être par le truchement de votre avocat. Ce qui ne va pas empêcher que la décision soit rendue. Mais ne pas se faire représenter ou être là soi-même, ma foi, pourrait être problématique. D'accord. Pourrait être problématique, mais je préférais laisser le soin au docteur Fouda de vous apporter plus d'éclaircissements sur la question. Oui, justement, sur cette question, vous posez une question qui est très technique sur le plan processuel, parce que vraiment, vous savez, la procédure est très technique, Franklin Janda. Vous posez la question de l'opposabilité du jugement, c'est comme ça qu'on appelle en droit. Alors, la question de l'opposabilité se pose en matière, est résolue par la problématique de la notification ou de la signification. Il faut savoir que le droit a un problème, c'est que le droit recherche des équilibres. Parce que ce qui se passe en droit, les gens vont dire, vous dites toujours principe, un étudiant me dit, monsieur Fouda, vous dites toujours principe, après vous développez 6 exceptions. Je dis non, c'est que le droit recherche les équilibres. Je prends un exemple simple. Si on dit que d'office toutes les décisions vous sont opposables, mais monsieur Franklin Janda, vous vivez à Douala, j'ai trahi par un secret, je suppose. Moi, je vis à Yaoundé. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai un problème contre vous, avec vous, j'ai saisi le juge ici. Je ne vous dis pas, on ne vous dit rien.
Et puis le juge rend une décision, et puis il met un mandat d'arrêt, et puis on transmet la procédure à Douala, le procureur Ndokoti a le mandat devant sa table, on commence à vous chercher, un jour vous rendez à votre travail, on vient vous arrêter. Est-ce que c'est juste? Le jugement ne peut pas vous être opposable. C'est pour ça que quand vous allez au tribunal, vous entendez statuant publiquement et contradictoirement. Contradictoirement, ça veut dire que la partie adverse est au courant qu'il y a un produit contre elle. Donc, à la question que vous posez, il faut faire un distinguo. Lorsque vous avez été notifié qu'il y a un acte de justice ou alors une procédure dans laquelle vous êtes concerné, rendez-vous-y. Parce qu'une seule notification ou une seule signification suffit à rendre la procédure, à vous rendre la procédure opposable et donc à la rendre contradictoire. Le principe du contradictoire, on va revenir sur les principes. Le principe du contradictoire qui est un principe sacro-saint en matière de justice. J'aime souvent prendre un exemple simple, même à la maison. Si vous avez vos deux enfants, le grand et le petit frère, ils ont un problème, vous n'étiez pas là. Mais il faut écouter les deux. Sinon, vous n'aurez pas la vérité. Ça, c'est le minimum. Maintenant, lorsque vous n'avez donc pas été notifié à temps, et qu'on vous signifie un acte de justice, dans l'exemple que j'ai pris, on vous notifie, vous tombez des nues. C'est pour ça que la loi dit que la décision vous est opposable à partir du moment où vous êtes informé. Ça veut donc dire quoi? Quelqu'un a porté plainte, vous n'étiez pas au courant. Les gens font ça. Hein? Le jour où vous découvrez, vous saisissez la juridiction par voie d'opposition. Mais le conseil que peut aussi donner en tacticien, c'est que ne vous y rendez pas personnellement. C'est une décision pénale qui a été rendue à votre insu. Mais si vous vous présentez directement, on exécute la décision parce que les décisions sont exécutoires. Donc ce que vous faites, vous dites vous n'étiez pas au courant, vous envoyez dans votre conseil. Vous vous cachez, c'est tout ce que vous pouvez faire en ce moment. Et là, on ouvre dans l'opposition. Quand l'opposition aura donc va prendre effet, on va rouvrir la procédure parce que l'avantage de l'opposition, c'est que c'est la même juridiction qui a rendu la décision, qui doit revenir sur la même décision. On dit donc que la décision ayant donc un effet dévolutif et suspensif, ça va donc suspendre les effets de la première décision et on va donc rouvrir la procédure. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la question de l'opposabilité rapidement. D'accord. Docteur Bala, quels sont donc les principes qui gouvernent le procès au Cameroun? Les principes qui gouvernent le procès, ou peut-être disons la justice de manière globale, ils sont dans l'ordre de 3 ou 4. On a d'abord le principe du contradictoire, qui voudrait naturellement qu'on puisse confronter les deux parties, ou alors de manière simple, surtout en matière administrative, qui voudrait qu'on puisse vous dire ce qu'on vous reproche, de manière à ce que vous puissiez aussi présenter vos moyens en défense. On va venir vous dire, bon, on vous arrête parce que vous avez volé tel ou tel, ou alors parce que vous avez tué tel ou tel. Peut-être même, tel que le docteur Foudal a dit, vous vivez à Douala, ce jour vous étiez à Douala. On va voir comment vous accusez d'un meurtre ici à Yaoundé. Il faut donc qu'on puisse aussi vous entendre, que vous puissiez donner votre version des faits. Et il y a la non-rétroactivité de la loi. On ne peut pas s'amuser avec, parce que généralement, ce qu'on fait, c'est que on a tendance à vouloir vous appliquer une loi qui serait très dangereuse pour vous. Et beaucoup plus en matière pénale, parce que c'est un principe qui est beaucoup plus né en matière pénale, qui voudrait donc que si même il faut faire rétroagir la loi, il faut qu'elle soit plus souple. C'est-à-dire, par exemple, peut-être lorsque vous commettiez le forfait, on vous condamnait à 3 ans. Et que, subitement, une autre loi naît où vous êtes appelé à être condamné pour 10 ans. Vous voyez que celle-là est beaucoup plus rigide. Elle est plus, voilà. Et là, il est donc beaucoup plus facile qu'on puisse faire en sorte que l'ancienne puisse l'emporter sur la nouvelle. Mais généralement, on considère le moment des faits et la loi qui était en vigueur. On a également le principe, on va dire quoi, d'égalité de tous devant la loi. C'est-à-dire, il faut bien qu'on puisse vous juger de manière équitable, sans prendre cause ni parti, et ce qui aboutit naturellement au principe de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que, comme il est prévu à partir du préambule de la Constitution, toute personne doit être considérée comme non coupable tant qu'elle n'a pas été condamnée par une juridiction qui a tranché naturellement de manière équitable et impartiale.
Voilà les principes qui, de manière globale, gouvernent ça et là l'organisation judiciaire. D'accord. Docteur Fouda, vous avez quelque chose à dire relativement aux principes et surtout au principe qui m'intéresse ici fondamentalement, celui de la publicité des débats. Est-ce que le procès peut se dérouler à huis clos? Parce qu'on a l'impression, il y a des téléspectateurs qui ont parfois l'impression que les débats, il y a lorsqu'il y a un procès, que le procès est réservé à une catégorie de personnes. Mais pourtant, il existe bien évidemment un principe qui voudrait que le procès soit ouvert à tout le monde. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit que quand on aura une décision, c'est bien écrit noir sur blanc, statuant publiquement et contradictoirement. C'est pour ça que je vous ai parlé du principe du service public de la justice. La justice est régie par un certain nombre de principes comme l'accessibilité, la continuité, la gratuité, l'égalité, la neutralité, l'impartialité. Voilà les principes qui jonchent l'activité du juge. Alors maintenant, je vais peut-être boucler en disant il faudra distinguer la matière pénale et la matière civile. Donc de façon globale, on a les 3 ou 4 principes que le docteur Bala a évoqués. Maintenant, en matière pénale, vous allez voir qu'on a le principe de la présomption d'innocence, qui est un sacro principe. On a le principe de l'égalité des âmes. On a aujourd'hui, avec la doctrine postmoderne, le principe des droits, je vais peut-être pas en principe, le principe des droits de la défense. Vous voyez? Et voilà, l'égalité des âmes, les droits de la défense, le principe de publicité, le principe du contradictoire. Voilà les 5 principes. Maintenant, par rapport au principe de publicité, il faut dire que c'est un sacro principe parce que c'est un principe qui a une fonction de légitimation de l'action du juge et une fonction de souveraineté. Parce que la justice, si le juge, quand vous voyez le juge, il a l'écharpe, non? Ça veut dire que ce n'est pas lui qui décide. Le juge décide au nom du peuple qui lui a donné mandat d'exercer la souveraineté à travers le pouvoir judiciaire, comme l'a démontré Montesquieu dans l'esprit des lois avec les 3 pouvoirs. Maintenant, comme je vous ai dit, le droit recherche l'équilibre. Franklin Njanda, vous pensez que si moi je suis en procès avec ma femme pour une affaire qui concerne notre intimité, on va embarquer ma femme, mes enfants, tout le monde, on se retrouve au palais de Kounou. Mais même mes étudiants vont venir pour dire « Ah, il joue les grands profs, tout le temps il parle ici, on va aller voir comment sa femme l'a trompé. » Voilà. C'est ça, c'est cette recherche d'équilibre qui fait qu'il y ait des tempéraments, des infléchissements à ces principes qui organisent la vie juridique. On se retrouve donc dans certains procès où on est obligé d'exclure le principe de publicité pour statuer en chambre de conseil en raison soit des nécessités de l'affaire, soit en raison de la nature même de l'affaire, soit à la demande d'office du juge. Le juge peut se rendre compte que si le procès, si la publicité du procès va créer plus de problèmes à la justice et que tous les badauds, vous arrêtez quelqu'un à Ekounou, je prends un exemple, ou bien en tabac, et tous les gars d'un tabac disent que nous on va voir le jour là. Mais vous voyez qu'au lieu de prendre les gendarmes qui vont venir tirer sur les gens, de mobiliser le GMI, le GSO, mais si ce n'est qu'une seule personne, on préfère sacrifier le principe de la justice sur ce coup-là, le principe de publicité. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend en chambre de conseil, on le juge. Le dernier exemple que je voudrais prendre sur l'infléchissement du principe de publicité, c'est l'exemple du mineur. Vous voyez, un enfant de peut-être de 8 ans qui a commis une infraction, on va le juger. Mais est-ce que la loi pénale est régie aussi par un principe d'individualité de la loi pénale? On ne peut pas vous juger comme on juge votre fils. Il faut laisser à votre fils, après le jugement, la possibilité de vivre une vie normale quand il sera adulte, parce qu'on estime qu'il est encore enfant. Donc on ne peut donc pas le juger en public. On le juge donc dans une chambre de conseil, et maintenant on lui donne la possibilité d'aller exécuter sa peine s'il est condamné, et lorsque la peine finit, qu'il revienne incognito, parce que imaginez-vous un enfant de 10 ans qu'on accuse d'avoir tué son père. On se retrouve, le procès est public, tout le monde est au courant, c'est connu. Quand cet enfant va peut-être en prison, on lui donne 10 ans. À 20 ans, il sort. Mais il est tout neuf, tout jeune, il doit reprendre sa vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais la première fille à qui demande la main au coin de la rue, on dit « Ah, le gars qui avait tué !» Voilà, voilà. Donc, voilà un peu. Moi, je prends souvent des exemples pratiques pour que les gens comprennent. Donc maintenant, en matière civile,
On va dire que le procès civil s'articule autour de 3 principes fondamentaux, parce que je ne vais pas révoquer la publicité. Pour chuter, on a le principe du dispositif. Le procès civil est la chose des parties. Je vous ai dit, c'est l'intérêt des parties. Alors, le principe dispositif vient de disposer, c'est-à-dire on en fait ce qu'on veut. C'est pour ça, je prends un exemple, on peut engager une instance, après on abandonne. On abandonne le rôle. Le juge ne va pas venir nous suivre au quartier. Par contre, ce n'est pas le cas en matière pénale. Donc, il y a le principe du dispositif. Et il y a le principe du contradictoire qu'on a évoqué en matière civile aussi. Et enfin, on a le principe de l'immutabilité du litige. Parce qu'en matière civile, le juge n'ajoute pas, il ne retranche pas. Il reste sur ce pourquoi il a été saisi dans l'acte d'instruction d'instance. On dit techniquement, il ne statue pas infra petita, ultra petita ou extra petita. Ou à défaut, on casse sa décision. D'accord. Les téléspectateurs aimeraient bien savoir, lorsqu'une décision de justice est rendue contre eux, justement, est-ce qu'ils disposent des voies de recours? Est-ce qu'ils peuvent s'opposer à une décision de justice? C'est vrai que nous avons légèrement abordé la question tout à l'heure, Dr Mbala. Est-ce qu'un individu qui s'est vu opposer une décision de justice peut contester cette décision de justice? Quelles sont ces voies de recours? Merci bien, M. Franklin Nzanda. Vous voyez que si on vit dans un monde où, revenons au cas très pratique que le docteur Fouda a pris tout à l'heure, imaginez que vous soyez un parent et que, après avoir écouté les deux parties, c'est-à-dire l'aîné et son cadet, vous estimez que l'aîné doit avoir raison parce qu'il est l'aîné. Ou alors même, au regard des deux versions, vous estimez que l'aîné a raison. Naturellement, le cadet repart généralement fâché. Et il court même parfois le risque de ne plus vous adresser la parole. Pour d'autres hommes qui sont un peu plus malins, il ira se plaindre plutôt chez votre femme. En disant, mais maman, je ne comprends pas que j'ai un problème avec Patrick. Une fois que papa il arrive, il prend seulement le côté de Patrick. Peut-être, madame, par politesse ou par courtoisie, ne reviendra pas vers vous. Vous dire pourquoi vous avez fait ci ou ça. Mais il faudra attirer votre attention que, mais pourquoi chaque fois le petit se plaint toujours que lorsqu'il a un problème avec elle, vous estimez que non, comme c'est l'aîné, tout part. Comme pour dire quoi? Comme pour dire, la décision est rendue par des hommes et on sait que par nature, l'erreur est humaine. Il peut donc arriver que soit le juge qu'on a saisi préalablement se soit trompé. Entre guillemets, c'est une estimation, parce que c'est vous qui estimez. Tout comme vous le concernez par la décision, vous estimez que vos droits ont été lésés. Alors, il y a un principe simple qui est celui du double degré de juridiction. Celui-là suppose donc que, en premier ressort ou en instance, les juridictions qui ont tranché sont moins expérimentées pour ce qui est des juges que ceux de l'appel et même plus tard de la cassation. Ça veut donc dire ceci. On sait que ceux qui sont en appel généralement ont déjà eu à connaître de tels cas et ils sont plus aguerris. Raison pour laquelle, une fois que vous n'obtenez pas satisfaction en première instance, ça peut être au TPI ou au TGI, vous avez donc le droit d'interjeter appel pour que là-bas, vous puissiez donc saisir ces juges-là qui, sur la question, peuvent être plus expérimentés au regard même de leur carrière par rapport au premier que vous avez eu à saisir. Et si également, à ce moment-là, vous estimez toujours que vous n'êtes pas satisfait, vous avez le droit de poursuivre jusqu'en cassation de manière à ce que ce qui a été décidé en appel puisse être cassé. Et c'est valable également même pour les juridictions administratives. D'accord. Alors, Docteur Fouda, relativement aux voies de recours, en quelques mots pour chuter, qu'est-ce que vous avez à dire relativement à ça? Oui, comme m'a dit le frère, les voies de recours, il y en a des voies de rétractation, il y a des voies de réformation. Alors, les voies de rétractation sont des possibilités données à la juridiction qui a rendu le jugement de revenir sur sa décision. Donc, on a l'opposition, on a la tierce opposition, comme on voyait tout à l'heure. On a même plus loin la requête civile. Maintenant, il y a les voies de réformation qui sont, généralement, c'est une juridiction supérieure qui doit revenir pour analyser ce qu'une juridiction inférieure a fait. C'est beaucoup plus dans l'appel et probablement la cassation. Voilà ce qu'on peut dire sur les voies de recours qui permettent un réexamen parce qu'on estime que la justice est humaine et que un juge peut se tromper, deux juges peuvent se tromper,
mais difficilement 3 juges. Alors, pour conclure dans cette émission, en quelques secondes, conseil pratique, Dr Mbala, aux téléspectateurs, conseil pratique. Bon, pour saisir une juridiction, simplement, il faut connaître sa compétence, aussi bien matérielle que territoriale, et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra être au lieu indiqué. D'accord. Docteur Fouda, oui, les règles de saisine sont des règles impératives. Si vous saisissez mal, vous perdez votre droit. Donc, conseillez-vous bien, lisez la loi de 2006 portant organisation judiciaire et vous ne serez pas déçus. Lisez donc la loi portant organisation judiciaire au Cameroun. Tel reste donc le leitmotiv de cette émission. Toujours faites comprendre aux téléspectateurs la nécessité des cours, la nécessité du droit pour pouvoir être des citoyens aguerris. Il était donc question ce soir d'évoquer la thématique sur l'organisation judiciaire. Tour à tour, nous avons défini la question de la justice, nous avons identifié l'organisation judiciaire ainsi que les juridictions compétentes. Nous avons par ailleurs identifié les acteurs en justice, le déroulement du procès, ses principes et également ses voies de recours. Chers téléspectateurs, c'est une joie renouvelée de vous savoir nombreux à nous suivre. Restez scotchés sur les antennes de Cam10 Télévision. Rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 19 h.